Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la folie dans le parfum de Susskind, Patrick Susskind, et la nouvelle Le chef-d'œuvre inconnu de Balzac. Jean-Baptiste Grenouille et Frénofer sont deux personnages littéraires, le premier de Patrick Susskind dans le parfum, et le second de Balzac dans la nouvelle Le chef-d'œuvre inconnu, remarquables à la fois par leur génie créateur et par leur folie. Toutefois, si Frénofer est explicitement désigné à plusieurs reprises comme fou, Grenouille semble davantage correspondre à la définition du sociopathe. Quelqu'un souffrant d'un trouble de la personnalité caractérisé par le mépris des normes sociales, une difficulté à ressentir des émotions, un manque d'empathie et une grande impulsivité. Mais contrairement à Frénofer, Grenouille sait ce qu'il fait, du moins d'un point de vue factuel, et il commet des crimes qu'il sait être illégaux. Simplement, au sens commun, on dira d'un tel être qu'il est fou, car il faut bien être un peu dérangé pour assassiner des jeunes filles pour pouvoir récupérer leur parfum. Mais ici, cela ne signifie pas que l'auteur des crimes soit irresponsable de ses actes, car son jugement n'est pas aboli, ni même altéré. Par ailleurs, ce n'est pas parce qu'un criminel est fou que son acte est imputable à sa folie. Par exemple, ce n'est pas parce qu'un fou tue avec un motif antisémite qu'il ne serait pas vraiment antisémite. CF l'affaire Sarah Halimi. Plutôt que fou au sens clinique, quand ce mot avait encore un sens cliniquement, Grenouille est anormal. La seconde grande différence avec Frénofer, c'est que sa folie/anormalité sert son génie, lui permet de lui faire atteindre des sommets. La folie de Frénofer, elle, est un obstacle à son art et l'empêche de voir, du moins pendant un certain temps, qu'il ne peint qu'un pâté de couleur claire. Nous rechercherons donc à savoir pourquoi. D'où vient au fond la folie? Qu'est-ce qui fait d'elle ce qu'elle est dans ces deux œuvres, pour qu'elle puisse être obstacle d'un côté et marchepied de l'autre? Nous nous intéresserons à la manière dont les deux ouvrages lient folie et création, puis au rôle de la pensée dans celle-là, excessivement présente chez Frénofer et pourtant si peu chez Grenouille. Enfin, à la lumière de notre progression et de l'affinement des définitions de la folie et des termes qui lui sont proches qu'elle nous aura permis d'opérer, nous nous demanderons, comparativement à Frénofer, si Grenouille peut réellement être considéré comme fou et en quel sens. Donc la folie-création d'abord, la passion monomaniaque. Dans le parfum comme dans le chef-d'œuvre inconnu, il y a une folie spécifiquement associée à la création. D'abord dans la concentration sur l'œuvre qui fait disparaître tout le reste comme par magie. Nous pouvons partir d'ici, il ne nous entend plus, ne nous voit plus, dit Porbus au jeune Poussin dans la nouvelle de Balzac à propos du vieux maître Frénofer. Grenouille aussi oublie tout ce qui ne concerne pas son œuvre, mais au mépris même de la morale et de la légalité. Qu'à l'origine de cette splendeur il ait eu un meurtre, il n'est pas sûr qu'il en ait été conscient, et cela lui était parfaitement indifférent. L'image de la jeune fille de la rue des Marais, son visage, son corps, il était déjà incapable de s'en souvenir, car enfin il avait conservé d'elle et s'était approprié ce qu'elle avait de mieux, le principe de son parfum. Grenouille sait qu'il l'a tué, mais il n'est pas conscient du problème éthique que cela pose. Sa dévotion à son art le conduit à l'abstraction des individus qui ne comptent pas, et même leur parfum encore moins que le principe de leur parfum, parfois. Le reste n'est qu'enveloppes et scories dont il faut se débarrasser. Ce problème de l'abstraction se retrouve à bien des endroits du roman. Par exemple ici. Mais mieux vaudrait ne pas mourir et posséder tout de même le parfum, ou du moins retarder le plus possible cette perte. Il fallait rendre le parfum plus durable, capter son évanescence sans le dépouiller de son caractère. C'était un problème de parfumerie. Les 6 derniers mots sonnent violemment, car son souci vis-à-vis du meurtre n'est absolument pas d'ordre éthique mais pratique, pour son parfum. Lorsqu'il tue Laure Richis, il est précisé qu'il ne jeta plus un regard sur le lit, pour la voir de ses yeux au moins une fois dans sa vie. Sa forme ne l'intéressait pas. Elle n'existait plus pour lui en tant que corps, mais uniquement comme un parfum immatériel. Ensuite, la folie associée à la création dans ses œuvres, outre leurs différences, est également liée à l'effusion que l'artiste éprouve par rapport à son œuvre. Porbus, étonné de la violence passionnée avec laquelle ces paroles furent dites, ne savait que répondre à un sentiment aussi neuf que profond. Frénofer était-il raisonnable ou fou? Se trouvait-il subjugué par une fantaisie d'artiste, ou les idées qu'il avait exprimées procédaient-elles de ce fanatisme inexprimable produit en nous par le long enfantement d'une grande œuvre? Pouvait-on jamais espérer de transiger avec cette passion bizarre? Cet extrait est intéressant car il remet en question la distinction en apparence oxymorique entre raison et folie. Là on pense à l'éloge de la folie d'Erasme, et propose une distinction entre fantaisie et fanatisme. La grande œuvre relève de ce genre d'obsession et de radicalité, d'absolu, or on ne transige pas avec l'absolu, car elle en a besoin pour exister au degré de hauteur que l'artiste entend lui donner. Et en raison de l'intuition que l'on peut avoir de la noblesse d'une telle ambition, on a du mal à décider de s'il s'agit d'une folie ou d'une raison supérieure. Le génie de l'artiste peut certes être comparé à une difformité du cerveau, à une folie, mais c'est croire que la perle est une infirmité de l'huître, écrivait Balzac dans son article des artistes, cité par Adrien Goethe dans son introduction au chef-d'œuvre inconnu. Le terme de fanatisme se retrouve dans le parfum.
Il y avait un petit enfant fanatique dans ce jeune homme qui était debout devant la table, les yeux brillants, et avait oublié tout ce qui l'entourait, ne sachant manifestement plus qu'il y avait autre chose dans l'atelier que lui et ses bouteilles qu'il portait à l'entonnoir avec une balourdise précipitée pour fabriquer sa mixture aberrante. Baldini en avait des frissons de voir, à la lumière vacillante des bougies, cet être s'agiter avec tant d'affreuses assurances et tant d'affreuses inepties. Cette concentration sur l'œuvre de l'ordre de la transe est donc liée à l'effusion, la passion pour son art. Or, le vocabulaire qu'elle charrie est aussi appliqué à la folie. Fanatique, les yeux brillants, la monomanie, s'agiter, cela suscite même la peur de Baldini. Ce qui le fait frissonner, c'est surtout le contraste entre son assurance et, selon lui, ses inepties. Il n'a pas la bonne méthode pour fabriquer un parfum, il n'utilise pas les outils de dosage, etc. C'est également l'assurance avec laquelle Frénofer peint ses pâtés qui désespèrent les deux autres peintres dans la nouvelle de Balzac et qui le font passer pour eux du côté de la folie. À plusieurs reprises, Grenouille est accusé par le narrateur ou certains personnages d'avoir la folie des grandeurs. Mais Frénofer peint en effet des pâtés, et Porbus et Poussin ont pitié de lui plus qu'ils n'en ont peur, tandis que la frayeur de Baldini est redoublée par le succès de Grenouille, car il se trouve face à un génie objectif qu'il ne comprend pas. C'est là qu'aussi on peut voir un autre lien entre folie et création. C'est-à-dire que le point commun, c'est qu'il s'agit de relier des choses de façon originale, qu'on ne voit pas d'habitude ensemble. Sauf que ça devient génial quand ça crée du sens, de la magie, voilà. Et ça devient fou quand ça n'a aucun sens, aucune pertinence. C'est un mauvais ordre. Frénofer également est dépeinte avec les traits du fou. Le vieillard dont les cheveux étaient en désordre, dont le visage était enflammé par une exaltation surnaturelle, dont les yeux pétillaient et qui haletait comme un jeune homme ivre d'amour. Son menteur est donc l'amour, malgré tout. Pour Grenouille, c'est plutôt la haine, le seul sentiment qu'il ait jamais vraiment éprouvé. Chaos créateur et chaos destructeur. Celui qu'on désigne comme fou, c'est donc d'abord celui qui est trop différent, que l'on ne comprend pas, dont l'esprit paraît chaotique. Ce mot se trouve à plusieurs reprises dans les deux œuvres, et c'est pour cette raison que Baldini parle de folie des grandeurs ou de la vitesse, dans les sciences notamment. Il ne comprend pas. Sa peur diminue lorsqu'il croit mieux comprendre Grenouille en obtenant les formules de ses créations odorantes. Avec cette collection de recettes écrites, il croyait pouvoir maîtriser l'épouvantable chaos créateur qui jaillissait en bouillonnant de son apprenti. Ici, le chaos qui est fortement lié à la folie est également lié à la création, à ce jaillissement créateur non maîtrisable qui pour cette raison dérange. Le génie ne semble donc être de la folie que pour certains regards extérieurs qui ne le comprennent tout simplement pas. Cependant, dans le chef-d'œuvre inconnu, le chaos est objectivement mauvais d'un point de vue artistique. Citation. En s'approchant, ils aperçurent dans un coin de la toile le bout d'un pied nu qui sortait de ce chaos de couleurs, de tons, de nuances indécises, espèce de brouillard sans forme. Mais un pied délicieux, un pied vivant. Ils restèrent pétrifiés d'admiration devant ce fragment échappé à une lente et progressive destruction. Les deux peintres se tournèrent spontanément vers Frénofer, en commençant à s'expliquer, mais vaguement, l'extase dans laquelle ils vivaient. Ici, le chaos n'est donc pas créateur, une sorte de Dionysos que l'Apollon ne vient pas suffisamment contrebalancer chez Grenouille par exemple, mais destructeur. Que la destruction soit lente et progressive fait penser à la dégénérescence mentale. Puisque Porbus et Poussin sont également artistes, face à un fragment témoignant du talent de Frénofer, ils parviennent un peu à comprendre l'extase du peintre, mais vaguement. Le chaos de la création, sinon le chaos créateur, souligne toujours l'incompréhension du regard extérieur. Ainsi, les pensées de Baldini nous sont encore rapportées. C'est Diderot, d'Alembert, Voltaire, Rousseau et autres plumitifs dont le nom m'échappe, il y a même parmi eux des gens d'église et des messieurs de la noblesse, ils ont réussi ce tour de force de répandre dans toute la société leur inquiétude sournoise, leur joie maligne de n'être satisfait de rien et d'être mécontent de toute chose en ce monde, bref, l'indescriptible chaos qui règne dans leur tête. De la folie créative à la paranoïa. Il est également frappant de remarquer que l'adjectif sournois, associé à des esprits fous, se retrouve pour parler de Frénofer dans la nouvelle de Balzac. Il contempla sa toile à travers ses larmes, il se releva tout à coup avec fierté, jeta sur les deux peintres un regard étincelant. « Par le sang, par le corps, par la tête du Christ, vous êtes des jaloux qui voulaient me faire croire qu'elle est gâtée pour me la voler. »« Moi, je la vois, cria-t-il, elle est merveilleusement belle. » Pendant que Poussin écoutait Gillette, Frénofer recouvrait sa Catherine d'une serge verte, avec la sérieuse tranquillité d'un joaillier qui ferme ses tiroirs en se croyant en compagnie d'adroits larrons. Il jeta sur les deux peintres un regard profondément sournois, plein de mépris et de soupçons, les mit silencieusement à la porte de son atelier, avec une promptitude convulsive. C'est donc la paranoïa qui semble être le summum de la folie.
Cette paranoïa, on la retrouve sous-entendue dans un commentaire du narrateur sur Grenouille. Et comme tous les scélérats de génie à qui un événement extérieur trace une voie droite dans le chaos de leur âme, Grenouille ne dévia plus de l'axe qu'il croyait avoir trouvé à son destin. On découvre ici chez Grenouille une sorte de superstition grandiloquente, une certitude vénéneuse et sotte, comme toutes les certitudes. Plus loin dans le roman, après avoir réfléchi sur la nature du désir et du comportement des individus qui l'a rendu fou de désir, justement, et sur son désir à lui du plus beau parfum au monde, Grenouille est ainsi caractérisé par le narrateur. Ensuite, il ne pensa plus rien, car la pensée n'était pas son fort. Cela semble se vérifier dans son apprentissage tardif et laborieux de sa langue, et dans le simplisme absurde qui consiste à trouver du sens à un événement hasardeux. Peut-être que c'est également ce qui le rend haineux, et incapable d'empathie. Il ne parvient pas à s'extérioriser. Il est dit à la fin du roman que c'était ce à quoi il aspirait profondément, par manque de moyens intellectuels. Il a seulement un don à la fois physique et artistique. Trop de logique tue la logique. Nous allons voir maintenant le problème de la conscience. Frénofer, en revanche, pense trop, et c'est de là que vient sa folie à lui. Adrien Goethe s'écrit dans son introduction au chef-d'œuvre inconnu « Il est reconnu que l'artiste n'est pas lui-même dans le secret de son intelligence », écrit Balzac, conscient comme toujours de son inconscience, en 1830, dans un article de la Silhouette intitulé « Des artistes ». Ce problème de la conscience dans l'action a été parfaitement analysé par Jean Klevitch dans Quelque part dans l'inachevé. Quand on interroge un pianiste virtuose sur la façon dont il joue les études transcendantes de Liszt ou de Liapunov, ses doigts bafouillent, dérapent et il fait une fausse note. Mais quand on ne lui demande rien, il s'assied au piano et joue les études aussi naturellement que les petites filles jouent leur sonatine de Diabelli. Quand on demande à l'acrobate comment il fait pour tenir sur un pied à la pointe de la flèche de Notre-Dame, il a le vertige, perd l'équilibre et s'écrase au sol. Une chose est d'avoir conscience de ce qu'on joue ou fait pour ne pas le faire machinalement, tout autre est d'avoir conscience de soi en train de faire. Ce naturel irréfléchi que doit avoir l'action dans la vie, demandez-vous comment vous parvenez à descendre ces escaliers aussi vite et vous manquerez une marche, est le même nécessaire à l'artiste, ce qu'a perdu Frénofer. Adrien Goethe continue ainsi. La meilleure preuve en est que Balzac condamne Frénofer, vieux fou, à l'instant où il touche au sublime. C'est même pour cet échec que le conte est écrit, il en est la morale, à l'unisson des autres études philosophiques dont le propos est de montrer les ravages de la pensée quand elle passe ses limites. Conclusion ambiguë. S'il est devenu fou, c'est à force d'être savant, disait de Hölderlin le menuisier Zimmer. C'est dans cette perspective que Claude Roy a pu affirmer qu'Oradour ne fut pas un crime du délire, mais la logique d'un système. On peut penser également à l'éloge de la folie d'Erasme, où sagesse et folie deviennent poreuses selon la définition qu'on en donne. La folie ne serait pas une absence de logique, mais un excès de logique, une rationalité devenue malade. Tenez, le trop de science, de même que l'ignorance, arrive à une négation. Je doute de mon œuvre, s'écrie Frénofer à un moment. Doute vs soupçon. Versus soupçon. Pourtant, le doute n'est pas une mauvaise chose pour la pensée. Il serait bon que le peintre doute de la qualité de son dernier tableau, et pour les bonnes raisons. Le soupçon, en revanche, est bien différent et plus nocif que le doute. Il est cause de lui-même, donc infondé, et conduit à la paranoïa déjà évoquée. Ces rares moments de lucidité sont révélateurs. Citation. Le vieillard absorbé ne les écoutait pas, et souriait à cette femme imaginaire. Mais tôt ou tard, il s'apercevra qu'il n'y a rien sur sa toile, s'écria Poussin. Rien sur ma toile, dit Frénofer en regardant tour à tour les deux peintres et son prétendu tableau. Porbus, indécis, n'osa rien dire. Mais l'anxiété peinte sur la physionomie blanche du vieillard était si cruelle qu'il montra la toile en disant « Voyez !» Frénofer contempla son tableau pendant un moment et chancela. « Rien, rien, et avoir travaillé 10 ans !» Il s'assit et pleura. « Je suis donc un imbécile, un fou. Je n'ai donc ni talent ni capacité. Je ne suis plus qu'un homme riche qui, en marchant, ne fait que marcher. Je n'aurai donc rien produit. Ils sont révélateurs car ils révèlent une illusion volontaire. D'ailleurs, juste après cette lamentation, il accuse Porbus et Poussin d'être des jaloux qui veulent lui voler sa magnifique toile, avant de se brûler lui et ses œuvres le soir même. Il sait donc au fond la vérité. C'est pourquoi c'est à ce moment pour Balzac qu'il devient fou. Il n'est pas fou parce qu'il s'est trompé, mais dans son refus d'admettre qu'il a peut-être fait une erreur et que cela ne signifie pas qu'il n'a aucun talent et qu'il doit brûler toutes ses toiles qui ne vaudraient rien. Il est trop extrémiste dans ses conclusions pour voir le problème là où il se trouve. Cela est parfaitement formulé dans une réplique de Porbus adressée à Poussin. Il a profondément médité sur les couleurs, sur la vérité absolue de la ligne. Mais à force de recherche, il est arrivé à douter de l'objet même de ses recherches. Dans ces moments de désespoir, il prétend que le dessin n'existe pas et qu'on ne peut rendre avec des traits que des figures géométriques, ce qui est trop absolu, puisqu'avec le trait et le noir, qui n'est pas une couleur, on peut faire une figure. Ce qui prouve que notre art est, comme la nature, composé d'une infinité d'éléments.
Le dessin donne un squelette, la couleur est la vie, mais la vie sans le squelette est une chose plus incomplète que le squelette sans la vie. Enfin, il y a quelque chose de plus vrai que tout ceci, c'est que la pratique et l'observation sont tout chez un peintre, et que si le raisonnement et la poésie se querellent avec les brosses, on arrive au doute comme le bonhomme, qui est aussi fou que peintre. Peintre sublime, il a eu le malheur de naître riche, ce qui lui a permis de divaguer. Ne l'imitez pas, travaillez. Les peintres ne doivent méditer que les brosses à la main. On peut comprendre le squelette comme l'équivalent de la technique et la vie comme le talent. Ce qu'on appelle la musicalité chez un musicien, par exemple. Le talent sans la technique est en effet plus incomplet que la technique sans le talent, car la technique peut déjà faire passer des choses au public, tandis que le talent sans la technique ne sera même pas perceptible, ne pourra pas s'exprimer. Cela ne sert à rien d'acheter de jolies décorations pour une maison dont les fondements ne sont pas solides. N'est-ce pas? Ce serait folie. La négation de la fondation, du squelette, ne peut se faire que dans l'esprit, en théorie, ou bien on obtient en pratique un pâté de couleur claire. C'est pour cela que le doute n'est que nuance, tandis que le soupçon est radical et cache mal des certitudes. Le dessin n'existe pas. Frénofer s'est perdu dans son absolu, et la conscience qu'il a pris de son art l'a défiguré. Il est encore plus poète que peintre, comme dit Poussin. L'erreur d'un projet démiurgique. Frénofer voulait se débarrasser du dessin, car dans la nature, il n'y en a certes pas. Là est son absolu excessif, il voulait se faire Dieu, atteindre ce genre de perfection. Et, pour atteindre cet idéal impossible, par trop de raisonnement, il en résulte un travail contradictoire, effectivement impossible. Sa vraie folie se dévoile ici. Vois comme, par une suite de touches et de réaux fortement empâtés, je suis parvenue à accrocher la véritable lumière et à la combiner avec la blancheur luisante des tons éclairés. Et comme par un travail contraire, en effaçant les saillies et le grain de la pâte, j'ai pu, à force de caresser le contour de ma figure noyée dans la demi-teinte, ôter jusqu'à l'idée de dessin. C'est la folie d'un peintre néoclassique, commente Adrien Goetz, maître de l'illusionnisme, qui d'un coup s'est mis à adopter la touche des romantiques, avant de se reprendre, de retravailler, selon les lois de son ancienne technique, ce qu'il venait de faire. Impossible synthèse qui le mène à la porie. On n'estompe pas avec des ombres suaves à la Girodette un trait de rouge posé par Delacroix. Du coup, l'échec, dans cette scène de cauchemar où un classique devient romantique et se ravise, c'est celui de toute peinture qui veut imiter le réel, égaler son sujet, ressembler à un modèle. Le problème de vouloir créer une peinture qui ne se distinguerait pas du réel, c'est l'illisibilité. Elle n'est que pâtés et murailles de peinture. Il y a tant de profondeur sur cette toile, l'air y est si vrai, que vous ne pouvez plus le distinguer de l'air qui nous environne. Où est l'art? Perdu, disparu, dit Frénofer. Le double sens est évidemment douloureusement ironique. Ce n'est pas l'art qui cache l'art, ce point de perfection que Frénofer pense avoir atteint, mais le raisonnement qui, à force de vouloir conscientiser un idéal de perfection, de vouloir corriger par dépôts successifs de peinture, a détruit presque tout ce qui pouvait faire de son tableau une œuvre d'art. Frénofer est décrit page 32 comme un tableau sans cadre. Les deux sens du mot cadre sont intéressants. Celui du tableau, évidemment, compte tenu de l'idéal du bonhomme, mais également celui plus large de limite. Frénofer est fou par démesure, par manque de cadre, comme un enfant capricieux. C'est d'ailleurs également de cette façon qu'est décrit Grenouille au travers des yeux de Baldini, page 93. Il me semble avoir 3 ou 4 ans, comme ces petites ébauches d'hommes, inabordables, incompréhensibles et têtus, qui, prétendument innocentes, ne pensent qu'à elles-mêmes, voudraient tout soumettre en ce monde à leur despotisme et du reste y parviendraient, si on cédait à leur folie des grandeurs et si on ne les disciplinait peu à peu par les mesures éducatives les plus strictes, pour les amener à la manière d'être bien maîtrisée qui est celle des êtres humains achevés. Les deux héros ou anti-héros veulent se substituer à Dieu explicitement, être le plus grand. C'est cette vanité tyrannique qui fait leur folie, l'absence de doute philosophique et le règne du soupçon. Est-ce que Grenouille est fou, donc? C'est malgré tout un être raisonné. Donc, toutefois, la folie de Grenouille pose question. D'un côté, au début du roman, il est écrit que le fou voit avec son nez, dit-on, plus qu'avec ses yeux. Or, c'est le cas de Grenouille, dont les yeux semblent peu performants à la naissance. Page 111 est évoqué le rêve fou auquel s'abandonnait Grenouille. Pourtant, la suite révèle un être capable de recul réflexif, d'une certaine maîtrise de son impulsivité. Mais alors que Baldini racontait sur sa vie d'autrefois des histoires de plus en plus échevelées, Grenouille lâchait bientôt son fantasme inquiétant. Il commençait par chasser de sa tête l'image du gros alambic et, pour le moment, réfléchissait plutôt à la manière dont il allait exploiter les connaissances qu'il venait d'acquérir afin d'atteindre ses prochains objectifs. Il n'y a rien de fou, au contraire, dans un homme qui réfléchit aux moyens adéquats à employer en fonction des fins qu'il se donne. Certes, lorsqu'il arrive dans son désert humain, il s'agite frénétiquement et il est précisé qu'il se comporta comme un fou jusqu'à une heure avancée de la nuit. Mais n'oublions pas le comme. S'il y a comparaison, c'est qu'il s'en distingue, et cela est confirmé dans ce passage. Il n'était pas euphorique en forgeant le projet de dominer les hommes. Il n'y avait nul éclair de folie dans ses yeux, ni grimace démente sur son visage.
Il n'était pas dans un état second. Il était si lucide et si serein qu'il se demanda pourquoi il voulait cela, au fond. Et il se dit qu'il le voulait parce qu'il était foncièrement méchant. Sur quoi il sourit, très content. Il avait l'air tout à fait innocent, comme n'importe quel homme qui est heureux. Et oui, Grenouille n'est pas fou car il sait ce qu'il fait. Il ne peut pas être considéré irresponsable de ses actes. Mais profondément différent et effrayant. Précisément, quelqu'un qui déploie tant d'énergie machiavélique pour faire quelque chose sans savoir pourquoi, serein au moment de tuer, et qui fait cela en toute connaissance de cause, ne paraît-il pas plus fou à un être humain normal qu'à un véritable fou dont le comportement serait avantageusement expliqué par un discernement altéré? Car on peut davantage comprendre ce dernier. Or, si, comme nous l'avons vu, nous posons le terme de folie sur des actes que nous ne comprenons pas, c'est Grenouille qui semble le plus délirant. Le plus hors norme, en fait. Il se comporte comme un fou, mais aussi comme n'importe quel homme. Et si sa folie est récusée dans le roman, on trouve en revanche des tas de moments où son anormalité est pointée du doigt. D'abord dans cette phrase à son arrivée dans le désert humain. Comme un naufragé, après des semaines d'errance, salue avec extase la première île habitée par des hommes, Grenouille célébra son arrivée sur la montagne de la solitude, soit un comportement à l'opposé de ce qu'on attendrait d'un être humain. Dès le début du roman, sa nourrice le dit possédé par le diable car il n'a pas d'odeur, alors que ses enfants à elle ont l'odeur que doivent avoir des enfants d'hommes. Par son premier cri, il avait pris parti contre l'amour, soit l'objet et le moteur normalement de toute existence humaine, et pourtant pour la vie, suprême incohérence. Les autres hommes avaient peur de lui, ils ne pouvaient pas le sentir, littéralement. On retrouve cette peur de l'inconnu, de l'indiscernable. En s'éloignant de Paris, Grenouille trouvait même par moments l'énergie de se tenir droit, si bien que de loin il avait presque l'air d'un compagnon artisan comme un autre, bref d'un être humain normal, qu'il n'est donc pas. Pour se mettre en humeur, il convoque dans sa mémoire les odeurs les plus pestilentielles dont il se souvienne, dans le but d'être transporté de dégoût et de haine, et son poil se hérissait d'une horreur délicieuse. Comportement digne de la famille Adams, mais pas d'un être humain normal. Le passage suivant est certainement le plus frappant de ce point de vue. Ainsi protégé par diverses odeurs dont il changeait comme de vêtements selon les nécessités extérieures et qui lui servaient toutes à n'être pas inquiété dans le monde des hommes et à dissimuler sa vraie nature. Le monde des hommes ne serait donc pas le sien, et sa vraie nature non identique à la leur. La différence se trouverait là. Il serait seul dépourvu de l'étincelle divine que les autres hommes reçoivent tout bonnement au berceau. C'est une citation. Et d'ailleurs, plusieurs fois il est comparé au diable, Grenouille, et à chaque fois qu'il va chez quelqu'un, le chapitre finit par la mort accidentelle de cet individu, de ces malheureux. Le paradoxe des fous de bon sens. Les seuls vrais fous, et désignés comme tels, dans le roman, semblent avoir pourtant plus de bon sens que les autres, semblant donner raison à Erasme. On ne peut arriver à cette sagesse dont on fait l'asile du bonheur qu'en prenant la folie pour guide, folie dont il fait le sens commun. On trouve cela à la fin, après l'orgie qui a suivi la monstration publique de Grenouille affublée de son parfum paradisiaque. La ville l'avait déjà oublié de toute façon, et même si complètement que les voyageurs qui passèrent les jours suivants et s'enquirent négligemment du célèbre tueur de jeunes filles de grâce ne trouvèrent pas une seule personne de bon sens qui pût les renseigner. Seuls quelques originaux de la charité, malades mentaux notoires, jacassaient encore et racontaient qu'ils s'étaient donné une grande fête sur la place du cours et qu'à cette occasion on les avait chassés de leur chambre. C'est comme s'ils avaient conservé un œil candide et non simplement bêtement naïf, adjectif attribué à Frénofer dans la nouvelle de Balzac. Ces fous-là dérangent non parce qu'on ne les comprend pas, mais au contraire parce qu'on les comprend trop bien. Tandis que Frénofer s'illusionne et se fabrique tout un système aussi fumeux que tortueux pour se protéger des vérités qui dérangent. Si Grenouille est fou au sens commun, usuel, Frénofer est véritablement dément. Il délire et prend son délire pour la réalité, tandis que Grenouille fait de son délire une réalité. Lui ne pense pas assez, en tout cas lorsqu'il s'agit de raisonnements désintéressés, philosophiques, tandis que Frénofer pense trop, et de là vient sa folie. Mais ce qu'il y a de commun aux deux, c'est l'extrémisme, la radicalité et l'absence de vrai doute, qui conduit à l'ambition démiurgique, ce qui ne convient pas à des hommes, même comme Grenouille. D'ailleurs, les deux se trompent. Le premier peint des pâtés, et le second parvient à créer son parfum sublime et à envoûter les hommes, sauf que cela ne lui procure aucune satisfaction, pourtant espérée, et lui donne envie de mourir sur le champ. Grenouille est particulièrement résistant, il survit aux maladies les plus atroces et aux pires conditions de vie, ne se sent pas fou, et en ce sens, sa norme de vie, dirait Canguilhem, est supérieure. Cependant, il ne supporte pas la condition humaine elle-même, et il est incapable d'accomplir sa vocation artistique sans avoir envie de mourir, ce qui en fait un malade, sinon cliniquement un fou. Ce qui ressort de tout cela, c'est que leur folie est de vouloir appliquer en même temps des principes contradictoires et de s'en rendre compte trop tard. Frénofer, les techniques néoclassiques et romantiques. Grenouille crée le plus beau parfum au monde qui rendrait les hommes fous d'amour pour lui, alors qu'il est seulement animé par la haine. Pour les deux, se donner en tant qu'homme mortel des pouvoirs divins.